Il la surnommait la tortue. Il se moquait de ses chaussures orthopédiques, de ses cheveux gris et du bruit sourd et rythmé de sa boiterie qui résonnait dans les couloirs de l'hôpital. Pour le chef de clinique arrogant, le docteur Preston Hayes, l'infirmière Meredith Sullivan, n'était qu'un obstacle, une relique du passé. Ralentissant son service d'urgence parfait, il a tenté de la forcer à prendre une retraite anticipée. Il l'humiliait quotidiennement. Mais le docteur Hayes ignorait que la jambe dont il se moquait n'avait pas été blessée dans un accident de voiture ou une chute. Elle avait été brisée dans la vallée de Kurungal alors qu'elle protégeait un Navy SEAL des tirs de mortier. Il ne savait pas qu'il se moquait d'une légende jusqu'au jour où le commandant est entré. Le bruit était indubitable. Boum, grattement, boum, grattement. C'était le métronome de l'unité de traumatologie West Wing de l'hôpital Providence General de Seattle. C'était le bruit de Meredith Sullivan qui descendait de couloir. Meredith avait 54 ans, mais les rides profondes autour de ses yeux et sa mâchoire crispée la faisaient paraître plus âgée. Elle portait une blouse trop grande, peut-être pour cacher l'attelle rigide attachée à sa cuisse gauche, et des chaussures orthopédiques qui ressemblaient à des briques noires comparées aux baskets élégantes et colorées portées par les jeunes infirmières. Pour les patients, elle était un ange. Ses mains, calleuses et marquées de cicatrices, étaient les plus sûres de l'hôpital. Elle pouvait trouver une veine chez un junkie déshydraté lorsque l'échographe tombait en panne. Elle pouvait apaiser un enfant terrifié en fredonnant une mélodie qui ressemblait vaguement à un chant gaélique. Mais pour le nouveau personnel ambitieux, en particulier le docteur Preston Hayes, elle était un handicap. Accélère le rythme, Meredith. Nous sauvons des vies, nous ne faisons pas une promenade dominicale, lança le docteur Hayes sans lever les yeux de son iPad, tandis que Meredith manœuvrait un lourd chariot rempli de poches de solutions salines vers le lit 6. Le docteur Hayes avait 32 ans, c'était un prodige de Yale, avec des dents parfaites, des coupes de cheveux coûteuses et un ego qui passait à peine par les doubles portes. Il venait d'être nommé chef des résidents, un poste qu'il exerçait comme un bâton. Il méprisait l'inefficacité, et pour lui, Meredith Sullivan était la définition même de l'inefficacité. « J'ai les liquides, docteur, » dit Meredith doucement. Sa voix était rauque, basse et dénuée d'irritation. Elle était habituée aux hommes comme Hayes. Elle avait déjà vu des garçons comme lui, inexpérimentés, bruyants et convaincus qu'ils étaient immortels. Cela vous a pris 4 minutes. Hayes regarda sa montre et soupira théâtralement à l'intention des 3 internes qui le suivaient comme des canetons. L'infirmière Chloé aurait été là en 2 minutes. L'efficacité fait la différence entre la sortie de l'hôpital et la morgue, Meredith. Vous devriez peut-être envisager de vous orienter vers la gériatrie ou la boutique de cadeaux. Plus lentement. Les internes ricanèrent. Chloé, une infirmière de 23 ans vêtue d'une blouse rose vif, baissa les yeux vers ses pieds, le visage rouge. Elle aimait bien Meredith. Meredith l'avait sauvée d'une erreur de médication la semaine dernière sans la dénoncer. Mais personne ne tenait tête au Dr. Hayes. Meredith ne broncha pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle accrocha simplement la poche de perfusion, la perfora d'un geste fluide si habile qu'il en était presque invisible, et ajusta le débit. « La tension artérielle du patient se stabilise, docteur, » dit-elle, ignorant sa pique. « J'ai remarqué que son débit est faible. Vous devriez peut-être vérifier s'il n'y a pas de tension rénale avant d'injecter le produit de contraste. » Mers, Hayes se hérissa. Il détestait quand elle avait raison, et elle avait toujours raison. Je n'ai pas besoin du diagnostic d'une infirmière qui peut à peine marcher. Sullivan, faites votre travail en silence. Il la bouscula en passant, son épaule heurtant la sienne. Ce n'était pas assez fort pour la renverser, mais avec sa hanche abîmée, cela suffit à la faire trébucher. Elle attrapa le bord de la barrière du lit, ses jointures blanchissant, Une vive décharge électrique lui parcourut la hanche gauche jusqu'à la cheville, un souvenir fantôme de métal et de feu. « Fais attention, tortue », lui lança Hayes par-dessus son épaule. « Ne te casse pas la hanche. La papa, c'est un cauchemar. » Meredith se stabilisa. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'odeur familière de l'antiseptique, du sang et de la peur. Elle ajusta sa blouse, redressa son dos autant que le lui permettaient ses vertèbres fusionnées et continua son travail. Plus tard dans la nuit, dans la salle de pause, Meredith était assise seule, massant sa cuisse. La pluie fouettait les fenêtres de Seattle.
C'est un connard, Mary, grommela une voix depuis l'embrasure de la porte. C'était Gus, le concierge de 60 ans. Il poussait un seau à balai, sa démarche bancale. Gus était le seul à l'appeler Mary. Il est juste jeune, Gus, dit Meredith en buvant une gorgée de café tiède. Il pense que la médecine, c'est être le plus intelligent de la pièce. Il pense que la médecine, c'est lui, corrigea Gus en boitant pour s'asseoir en face d'elle. Gus avait servi dans les Marines en 91. Il avait ce regard distant, ce regard perdu dans le vide que Meredith reconnaissait chaque matin dans le miroir. Pourquoi ne lui dis-tu pas, ou ne dis-tu pas au RH que tu boites? Je sais reconnaître une blessure de guerre quand j'en vois une. Tu ne t'es pas fait ça en tombant de vélo. Meredith sourit, un petit sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Peu importe d'où elle vient, Gus. Tout ce qui compte, c'est que je puisse encore faire mon travail. Tu fais ton travail mieux qu'aucun d'entre eux, crache Gus. Je t'ai vu la semaine dernière avec cette victime d'un coup de feu, la façon dont tu as pensé cette blessure. Ce n'était pas du travail d'infirmière, c'était du travail de médecin de terrain. Les yeux de Meredith se durcirent légèrement. Gus. D'accord, je garderai tes secrets. Il se leva, les genoux craquants, mais un de ces jours, ce Golden Boy va te pousser trop loin et j'espère être là pour te voir le casser en deux. Je ne casse pas, Gus, dit Meredith en fixant son café noir. Je supporte, mais la patience a ses limites. Et à Providence General, la limite approchait plus vite que Meredith ne le réalisait. Le conseil d'administration de l'hôpital avait annoncé un programme de revitalisation du personnel visant à réduire les coûts et à moderniser la main-d'œuvre. Le Dr Hayes avait été chargé d'évaluer les performances du personnel infirmier. Le lendemain matin, Meredith trouva une enveloppe dans son casier. C'était une notification officielle, une évaluation obligatoire de ses compétences physiques. Elle fixa le papier. C'était un piège. Ils ne pouvaient pas la licencier en raison de son âge, et son dossier était irréprochable. Hayes allait donc essayer de la licencier pour son physique. Il voulait prouver qu'elle n'était pas apte au service. Elle plia la lettre et la mit dans sa poche, sa main effleurant la petite médaille usée de Saint-Christophe qu'elle y gardait. « C'est parti, docteur, murmura-t-elle. L'évaluation des aptitudes physiques était prévue à 14 heures un vendredi, l'heure la plus chargée aux urgences. C'était un coup calculé. Hayes voulait qu'elle soit épuisée avant même de commencer. Le test était humiliant. Il se déroula dans la salle de kinésithérapie sous le regard du Dr Hayes et de la directrice des ressources humaines, Mme Gable, qui observait la scène, un bloc-notes à la main. Ils lui firent soulever des boîtes de 25 kg. Ils lui firent pratiquer un massage cardiaque sur un mannequin pendant 10 minutes d'affilée, sans interruption. Meredith fit tout ce qu'on lui demanda. Elle balayait, le visage pâle, tandis que la douleur dans ses jambes hurlait comme une banshee. Mais elle n'a pas arrêté. Son rythme sur le mannequin de AirSafe était parfait, 100 battements par minute, fort et rapide. Rester en vie. Mais dans sa tête, elle n'était pas dans une salle de sport à Seattle. Flashback. Octobre 2009. Korangal Valley, Afghanistan. La poussière était suffocante. Elle avait le goût de la pierre pulvérisée et du sang cuivré. Le bruit était assourdissant. Le sifflement sec des balles d'AK-47 passant à quelques centimètres au-dessus de nos têtes. Le rugissement des tirs de mitrailleuses lourdes. Le lieutenant Meredith Sullivan, infirmière intégrée à une équipe chirurgicale avancée, FST, était accroupie derrière un mur de boue en ruine. Mais elle n'était pas censée être aussi loin à l'avant. Le convoi avait été pris en embuscade. Le Humvee de tête était en feu. Nous avons besoin d'un médecin. Nous avons un homme à terre, à découvert. Viper 2 est à terre. La radio grésillait. Le médecin était mort. Le soldat SEAL le plus proche était coincé, traînant son capitaine. Meredith n'a pas réfléchi. Elle n'a pas analysé le risque. Elle a vu le sang gicler. Elle a couru. Elle a attrapé son sac médical et a sprinté à travers le terrain découvert. Les balles soulevaient de la poussière autour de ses bottes. Elle a glissé dans le cratère où les deux SEALs s'abritaient. « Qui diable êtes-vous » rugit le capitaine. Il saignait au cou, mais il maintenait une pression sur l'artère fémorale de son sergent. Le nom du capitaine était inscrit sur son badge. « Mercer, je suis votre meilleure chance, capitaine. » Meredith cria par-dessus les explosions de mortier. « Bougez votre main. » Elle se mit au travail. Pansement Tornet, Quick Clote. Elle travaillait avec la précision d'une machine.
Mais alors, le sifflement retentit. Tir ennemi. Le mortier n'a pas touché le cratère. Il a frappé le mur à côté d'eux. L'explosion a projeté Meredith en arrière. Elle a eu l'impression qu'un marteau lui fracassait la hanche gauche. Le monde est devenu blanc, puis rouge, puis noir. Quand elle s'est réveillée, on la traînait. Le capitaine Mercer la tirait. Il avait reçu une balle dans l'épaule, mais il la traînait. Sa jambe était tordue à un angle impossible. L'os était à nu. « Je vous tiens, Doc. » Mercer grognait. « Je vous tiens. Ne me mourrez pas. Vous avez sauvé mon gars. Je ne vous abandonnerai pas. » De retour dans la salle de sport, Meredith haletait. Temps écoulé. Le docteur Hayes appela, l'air ennuyé. Meredith arrêta les compressions. Elle haletait fortement, la sueur coulait de son nez, sa jambe lui faisait tellement mal que sa vision était floue. « Eh bien, » dit Hayes en tapotant son stylo contre le bloc-notes. « Techniquement, vous avez satisfait aux exigences physiques. Mais j'ai remarqué une hésitation significative dans vos mouvements pendant le levage, et vous aviez visiblement du mal à reprendre votre souffle. J'ai terminé les tâches, halata Meredith, en se tenant droite malgré la douleur. À peine, ricana Hayes. Meredith, regardez-vous. Vous détruisez votre corps, et franchement, c'est déplaisant à voir. Les patients veulent voir de la vitalité. Ils veulent voir de la santé. Vous voir vous traîner, ça sape le moral. Madame Gable, des ressources humaines, semblait mal à l'aise. Preston, elle a réussi le test. Nous ne pouvons pas. Je la mets à l'épreuve, l'interrompit Hayes. Une seule erreur, une seule veine manquée, une seule réponse tardive à un code, et elle laisse virer. Pour la sécurité des patients, il s'approcha de Meredith et baissa la voix pour que Madame Gable ne puisse pas entendre. « Je vais vous mettre à la porte, Sullivan. Vous êtes un jouet cassé. Rentrez chez vous et tricotez. » Meredith le regarda dans les yeux. Ses yeux étaient d'un bleu glacial et perçant. Les yeux d'une femme qui avait tenu tête au chef de guerre taliban. « Je rentrerai chez moi quand mon service sera terminé, docteur, » dit-elle calmement. « Pas avant. » Hayes rit et sortit. La semaine suivante fut un enfer. Hayes assigna à Meredith les pires services. Il lui donna les patients les plus difficiles et les plus combatifs. Il critiqua ses dossiers devant les familles. Il lui fit refaire des procédures qui avaient été parfaitement exécutées. Les autres infirmières commencèrent à prendre leur distance. Elles avaient peur des retombées. Si vous vous teniez à côté de Meredith, Hayes vous prendrait aussi pour cible. Seule Chloé, la jeune interne, resta à ses côtés, l'aidant silencieusement à soulever des patients lourds quand Hayes ne regardait pas. « Pourquoi restes-tu » murmura Chloé un soir au poste des infirmières, en regardant Meredith se frotter de la crème à la lidocaïne sur la hanche sous le bureau. « Tu pourrais trouver un emploi dans une clinique, un travail de bureau. Pourquoi accepter ces mauvais traitements » Meredith regarda le tableau de triage. Il était plein. Accident de voiture, overdose, crise cardiaque. « Parce que Chloé, » répondit Meredith, « quand les choses tournent mal, vraiment mal, tu ne veux pas la personne qui a la plus belle coiffure. Tu veux la personne qui ne panique pas. Et je ne panique jamais. » « Mais Hayes est un médecin en temps de paix, » dit Meredith. « Il est formidable quand les manuels fonctionnent, mais le chaos arrive. Il arrive toujours. Et le chaos arriva 3 jours plus tard, un mardi pluvieux. Tout commença par un appel de l'infirmière responsable. Un code noir. Un accident avec de nombreuses victimes. L'interphone retentit. Carambolage sur l'autoroute 5. Traumatisme multiple. Bus renversé, arrivée prévue dans 5 minutes. Les urgences se sont mises en ébullition. Mais un deuxième appel est arrivé sur la ligne sécurisée. Le téléphone rouge qui prenait habituellement la poussière au bureau central. Le docteur Hayes a décroché. Il a écouté, le visage livide. Il a raccroché, l'air bouleversé. « Changement de plan », écriait Hayes, la voix légèrement cassée. « Nous avons un transport VIP qui arrive en hélicoptère. Détournez les cas de traumatisme vers Seattle Grace. Nous libérons les salles de traumatologie 1 et 2. » Quoi? Meredith s'avança. « Nous ne pouvons pas détourner un renversement de bus. Nous avons la capacité nécessaire. Cela vient du ministère de la Défense. »« Sullivan », Hayes s'écria, « transport classifié. Cible de grande valeur. Nous sommes en confinement. La sécurité balaye le périmètre en ce moment. » Meredith sentit un frisson la parcourir. Transport du ministère de la Défense. Ligne sécurisée. Le bruit des pales du rotor frappait le toit, faisant tomber la poussière des dalles.
Ce n'était pas un hélicoptère de presse. C'était le bruit lourd et rythmé d'un Black Hawk militaire. Les doubles portes de la salle des ambulances s'ouvrirent brusquement. D'habitude, les ambulanciers se précipitaient à l'intérieur. Cette fois-ci, ce furent des hommes en tenue tactique noire, armés de fusils, qui entrèrent les premiers. Ils sécurisèrent le couloir. Puis vint la civière. Ce n'était pas un soldat qui était allongé dessus. C'était un homme en costume, aux cheveux gominés, serrant sa poitrine, un masque à oxygène sur le visage. Il était entouré de 4 hommes qui semblaient sculptés dans le granit. Barbe, bras musclés, yeux qui scrutaient tout. Des Navy SEALs. Meredith se figea. Elle connaissait ce regard. Elle connaissait leur façon de se déplacer. Le docteur Hayes s'avança, ajustant sa blouse blanche, prenant son air de médecin de télévision. « Je suis le docteur Hayes, chef des résidents. Je vais prendre en charge l'un des opérateurs. » Un homme gigantesque, à la barbe rousse épaisse, repoussa Hayes sans cesser de marcher. « Hors de notre chemin. Nous avons besoin d'une salle sécurisée immédiatement. »« Je suis le médecin. » Hayes bredouilla. « Il fait un infarctus du myocarde, » aboya le chef des opérateurs. « Nous avons besoin d'un laboratoire de cathétérisme cardiaque immédiatement. » Ils ont emmené l'homme en salle de traumatologie 1. L'énergie dans la pièce était mortelle. Ces hommes étaient armés, terrifiés pour leur VIP et fonctionnaient à l'adrénaline pure. Le docteur Hayes les a suivis, tremblants. Il avait soigné de riches PDG, de sociétés technologiques et des politiciens, mais il n'avait jamais soigné une cible protégée par des opérateurs de niveau 1. Meredith a boité jusqu'à la porte de la salle de traumatologie 1. Elle a regardé Hayes essayer de commander la salle. Il était maladroit. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait d'intuber le patient qui se débattait. « Calmez-le » a crié Hayes. Il se débat contre le tube. Sa tension artérielle est en chute libre. Une infirmière a crié. « 70/40. Administré de l'EPI. » Hayes a crié. « Non » a dit Meredith depuis l'embrasure de la porte, sa voix couvrant le bruit. Hayes s'est retourné. « Sortez d'ici, Sullivan. Regardez ses veines cervicales » a dit Meredith en entrant dans la pièce. Malgré les gardes armés, elles sont distendues et sa trachée est déviée. Ce n'est pas seulement une crise cardiaque. Il a un pneumothorax sous tension, probablement dû à la chute pendant la crise. Si vous le mettez sous sédatif et que vous l'intubez avec une pression positive avant de décomprimer la poitrine, vous le tuerez. Hayes regarda le moniteur. Il regarda le patient. Il regarda Meredith. Il se figea. Le manuel disait « crise cardiaque ». Les symptômes étaient confus. Il ne savait pas quoi faire. Le moniteur se mit à hurler, émettant un son plat. Le géant à la barbe rousse tourna légèrement son fusil vers Hayes. « Soignez-le maintenant. » Hayes paniqua. Il laissa tomber le laryngoscope. Meredith n'attendit pas. Elle ne demanda pas la permission. Elle agit. La pièce était figée dans un tableau de panique. Le moniteur émettait un son aigu et strident. Le chant de la mort, le VIP, allongé sur la table, devenait bleu. Sa poitrine se soulevait inutilement contre le blocage dans ses poumons. Le docteur Hayes était paralysé. Le laryngoscope pendait de sa main molle comme un oiseau mort. Il était un produit des manuels et des environnements contrôlés. C'était le chaos. C'était de la guerre. Et il échouait. Meredith ne marchait pas. Titubait. Elle projetait son poids vers l'avant, sa jambe blessée traînant lourdement, ignorant la douleur fulgurante qui lui parcourait la colonne vertébrale. Reculez. Le phoque à barbe rouge rugit en levant le canon de son fusil vers elle. Éloignez-vous de lui. Meredith ne regarda même pas l'arme. Elle regarda droit dans les yeux de l'opérateur. Ils étaient écarquillés, frénétiques, remplis du besoin désespéré de protéger sa charge. « Il a un poumon collapsé, sergent » aboya Meredith. Sa voix avait changé. Le ton rauque et poli de la tortue avait disparu. C'était la voix qui avait crié par-dessus les tirs de mortier à Korangal. C'était une voix de commandement. Si je ne décompresse pas cette poitrine dans les 10 secondes, son cœur s'arrêtera définitivement. Vous voulez qu'il meure ou vous voulez me laisser travailler? Le soldat hésita. Il vit quelque chose dans les yeux de la femme aux cheveux gris. Il vit le changement. Ce changement rare et indéniable qui se produit lorsqu'un guerrier entre dans la zone. Il baissa le canon d'1 centimètre. « Faites-le » grogna-t-il. Meredith n'attendit pas Hayes. Elle n'attendit pas les gants stériles. Elle attrapa une aiguille angiographique de calibre 14 dans le chariot d'urgence.
Hey, bouge! Cria-t-elle en écartant le médecin stupéfait d'un coup de hanche. Elle déchira la chemise en soie coûteuse, les boutons volant à travers la pièce. Elle palpa la poitrine. Aucun bruit de respiration à droite. La trachée était déviée vers la gauche. Pneumothorax sous tension. L'air emprisonné dans la cavité thoracique écrasait le cœur. Elle trouva le deuxième espace intercostal au milieu de la ligne claviculaire. Boum! Ses hanches heurtèrent le côté du brancard alors qu'elle se penchait pour faire levier. Elle serra les dents pour supporter la douleur. Pas d'anesthésie, halta Hayes retrouvant sa voix. Vous ne pouvez pas simplement poignarder un patient. Pop! Meredith enfonça l'aiguille dans la poitrine. Un sifflement bruyant d'air s'échappant remplit la pièce, audible même dans le chaos. Cela ressemblait au bruit d'un pneu qui se dégonfle. Immédiatement, le moniteur changea. Le son plat s'interrompit, puis retentit. Bip, bip, bip. Le patient haleta, aspirant bruyamment de l'air dans ses poumons affamés. Sa couleur commença à passer du bleu cyanotique au rose. La pression sur son cœur fut relâchée. De l'oxygène, ordonna Meredith. Elle ne regarda pas Hayes. Elle regarda Chloe, l'interne. Ventilez-le maintenant. Chloe sortit de sa transe et plaqua le masque sur le visage du patient, pressant le ballon de manière rythmée. La tension artérielle remonte, s'écria l'infirmière devant le moniteur, la voix tremblante. 90 sur 60, le rythme sinusol revient. Meredith fixa l'aiguille avec du ruban adhésif, ses mains bougeant à une vitesse fulgurante qui démentait son âge. Elle vérifia les pupilles du patient. Elle vérifia son pouls. Elle se redressa enfin, essuyant une tache de sang sur sa joue. Sa jambe tremblait violemment maintenant, l'adrénaline s'estompant et laissant place à une douleur nerveuse intense. Elle s'agrippa à la barrière du lit pour ne pas tomber. La pièce était silencieuse. L'homme à la barbe rousse la fixait du regard. Il regarda l'aiguille dans la poitrine. Il regarda le moniteur de stabilisation. Puis il regarda la vieille femme aux chaussures orthopédiques qui s'appuyait lourdement contre le comptoir. « C'est bon, » murmura Meredith. « Il est stable pour être transporté au laboratoire de cathétérisme. » Le docteur Hayes cligna des yeux. La couleur revint sur son visage, ainsi que son arrogance. Il réalisa que le danger était passé. Il réalisa qu'il s'était figé. Et pire encore, il réalisa que tout le monde l'avait vu. Il redressa sa blouse. Il s'éclaircit la gorge. « Bien vu, » dit Hayes d'une voix tendue. « J'étais sur le point d'ordonner cette procédure. Vous avez anticipé mon ordre de manière un peu agressive, Sullivan. Mais nous l'avons sauvé. » Il se tourna vers les phoques. « Messieurs, comme je l'ai dit, j'ai stabilisé le patient. Nous pouvons le déplacer maintenant. » Les phoques ne regardaient pas Hayes. Ils regardaient toujours Meredith. « Vous, » dit Redbeard en s'approchant d'elle. Meredith leva les yeux, fatiguée. « Oui. Où avez-vous appris à faire une décompression à l'aiguille comme ça ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, méfiante. Ce n'était pas une aiguille d'école d'infirmière. C'était une aiguille de terrain, agressive, rapide. Meredith ajusta son badge. « Je suis infirmière depuis longtemps, monsieur. On apprend des choses. » Hayes s'interposa entre eux. « L'infirmière Sullivan est l'une de nos plus anciennes collaboratrices. Elle a tendance à être un peu brusque. Je m'excuse pour son manque de protocole. Je vais lui faire un rapport pour avoir effectué une procédure de niveau médical sans autorisation directe. C'est une question de responsabilité. » Le garde regarda Hayes avec un mépris évident. « Responsabilité? Elle vient de sauver la vie du sénateur pendant que vous mouilliez votre pantalon, docteur. » Hayes rougit profondément. « Je suis le chef des résidents. J'étais en train d'évaluer le... Nous partons. » Le soldat l'interrompit. Il tapota son oreillette. « Patron, le paquet est stable. Nous partons pour les soins intensifs. » Oui, nous avons eu un incident, mais il a été géré par un local. Ils sortirent le brancard. En passant, le barbu s'arrêta à côté de Meredith. « Comment vous appelez-vous? »« Meredith, » répondit-elle. « Merci, Meredith. » Puis ils sont partis, laissant dans la salle de traumatologie un silence plus lourd que le plomb. Hayes se tourna lentement vers elle. Ses yeux étaient froids, durs comme des fentes. L'humiliation le brûlait vif et il avait besoin d'une cible. « Tu te prends pour une héroïne, » siffla-t-il en s'approchant d'elle pour que les autres ne puissent pas entendre. « Tu m'as humilié devant des agents fédéraux. Tu as mis un patient en danger avec une procédure imprudente. »« Je lui ai sauvé la vie, » dit Meredith en utilisant son prénom pour la première fois. « Et tu le sais, tu as exercé la médecine sans licence. »
Hayes sourit, un sourire cruel et fin, et cela justifie un licenciement immédiat. Sors de mon service des urgences, Sullivan. Rentre chez toi. Ne reviens pas avant d'avoir eu des nouvelles du conseil médical. Meredith resta là, submergée par les bruits de l'hôpital. Elle regarda la salle de traumatologie où elle avait travaillé pendant 15 ans. Vous faites une erreur, dit-elle doucement. La seule erreur, répondit Hayes, c'est de ne pas vous avoir licencié il y a 6 mois. Sortez. Meredith ne discuta pas. Elle ne cria pas. Elle détacha simplement son bonnet chirurgical, révélant ses cheveux gris en bataille, et se dirigea vers les vestiaires. Elle boitait désormais de manière prononcée, traînant les pieds lourdement, à l'image de son épuisement. Elle enfila ses vêtements de ville, un pull en laine et un jean ample à la taille. Elle prit sa médaille de Saint-Christophe et la passa autour de son cou. Elle sortit de l'hôpital sous la pluie de Seattle. Elle ne pleura pas. Elle était trop fatiguée pour pleurer. Elle ressentait simplement une douleur creuse dans sa poitrine. Ce n'était pas juste, mais la vie l'était rarement. Elle l'avait appris dans la boue de la vallée de Korangal. Elle s'assit sur un banc à l'arrêt de bus, regardant les ambulances arriver à toute vitesse dans la baie. À l'intérieur de l'hôpital, cependant, la tempête n'était pas terminée. Au 4e étage, dans l'unité de soins intensifs, le VIP, le sénateur Arthur Sterling, président de la Commission des forces armées du Sénat, se remettait. Toute l'aile était bouclée. Des hommes en costume et en tenue tactique parcouraient les couloirs. Dans la salle d'attente, un homme se tenait debout, regardant par la fenêtre. Il ne portait pas de tenue tactique. Il portait un uniforme kaki de la marine avec le grade de capitaine 06 sur le col. Sa poitrine était couverte de rubans, la croix de la marine, l'étoile d'argent, le cœur violet avec 2 étoiles. Il était grand, avec des cheveux grisonnants aux tempes et une cicatrice qui traversait son sourcil gauche. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice malgré une légère raideur à l'épaule droite. C'était le capitaine Elias Mercer, l'homme chargé de l'opération. « Sitrep Miller », dit le capitaine Mercer sans se retourner. Le premier maître Miller, la barbe rousse des urgences, s'avança. « Le sénateur est stable, monsieur. Le cardiologue dit que le stent tient bon. Mais le poumon, il s'en est fallu de peu. S'il ne l'avait pas décompressé dans la baie, il serait mort. » « Beau travail sur le quai des urgences, approuva Mercer. « Ce n'était pas le quai, monsieur, dit Miller. Il se dandina, mal à l'aise. Le quai se figea. C'était une infirmière, une vieille dame avec une jambe estropiée. Elle s'était avancée et lui avait enfoncé un calibre 14 dans la poitrine comme si elle poinçonnait un ticket. Elle lui avait sauvé la vie. Mercer se retourna. Une infirmière, oui, monsieur. Elle s'appelait Meredith, le docteur, ce connard de Hayes. Il a essayé de l'arrêter. Après coup, je l'ai entendu menacer de la licencier. Il a dit qu'elle exerçait sans licence. Mercer plissa les yeux. Hayes, le chef des résidents, un vrai casse-cou. Il se souciait plus de son ego que du taux d'oxygène du sénateur. Mercer se frotta le menton. Quelque chose dans cette histoire titillait sa mémoire. Une infirmière, une médecine de terrain agressive. Une jambe estropiée. « Vous avez dit qu'elle boitait ?» demanda Mercer. « Oui, beaucoup. Elle traînait la jambe gauche, mais quand l'action a commencé, elle s'est déplacée rapidement. Elle avait le regard, patron. Vous savez, le regard. » Mercer ressentit une légère sensation dans son épaule. Il se souvenait de la chaleur. Il se souvenait de la poussière. Il se souvenait d'une voix qui lui criait de rester éveillé pendant qu'on le traînait dans la boue. « Je vous tiens, capitaine. Je vous tiens. » Il secoua la tête. « Non, c'était impossible. C'était il y a 14 ans, à l'autre bout du monde. Où est-elle maintenant? » demanda Mercer. « Je pense qu'elle est partie, monsieur. Le docteur l'a renvoyée. » Mercer ajusta sa veste. « Miller, restez avec le sénateur. Je descends aux urgences. Vous voulez une escorte, monsieur? » « Non, » répondit Mercer d'une voix grave. « Je veux juste discuter avec le docteur Hayes. » Aux urgences, le docteur Hayes se sentait triomphant. Il avait brouillé les pistes. Il se tenait actuellement au poste des infirmières, entouré des internes et de l'administrateur de l'hôpital, M. Thorne. C'était un acte répréhensible, expliquait Hayes d'une voix grave. L'infirmière Sullivan souffrait depuis des mois de troubles mentaux. Aujourd'hui, elle a craqué. Elle m'a agressé physiquement pour atteindre la patiente. C'est par chance qu'elle n'a pas perforé le cœur. Nous devons la licencier pour protéger l'hôpital d'un procès. M. Thorne, un homme nerveux vêtu d'un costume bon marché, acquiesçait frénétiquement.
Bien sûr, Dr. Hayes, si vous dites qu'elle représente un danger, elle est renvoyée. Je vais rédiger les documents. Bien. Hayes sourit. C'est pour le mieux. Nous avons besoin d'un nouveau départ ici. De 109. Excusez-moi. La voix était comme du gravier grinçant sur du béton. Hayes se retourna. Il se retrouva face à une poitrine couverte de médailles. Il leva les yeux et croisa le regard gris acier du capitaine Mercer. Le service des urgences se tut. Tout le monde savait qui étaient les militaires, mais cet homme dégageait une autorité différente. « Êtes-vous le médecin responsable? » demanda Mercer. « Je suis le docteur Preston Hayes, chef des résidents, » répondit Hayes en bombant le torse. « Comment va le sénateur? Je suppose que les mesures de stabilisation prises par mon équipe ont été efficaces. »« Votre équipe? » répéta Mercer. Il s'approcha. Il ne cria pas, mais sa présence remplissait la pièce. « Mon opérateur m'a dit que vous étiez resté figé. Il m'a dit qu'une infirmière avait sauvé le sénateur. » Hayes rit nerveusement. « Ah, le brouillard de la guerre, capitaine. Les témoins peuvent être peu fiables. Je supervisais l'intervention. L'infirmière, Mademoiselle Sullivan, a en fait enfreint le protocole. Je viens de la renvoyer pour insubordination. » Mercer le fixa du regard. « Vous l'avez licenciée? Elle était un handicap. » Hayes haussa les épaules. Vieille, lente. Elle souffre d'une blessure permanente qui la rend inapte au travail en traumatologie. Honnêtement, c'était par charité que nous l'avons gardée aussi longtemps. « Quel genre de blessure? » demanda Mercer doucement. « Un problème de hanche? Probablement de l'arthrite ou une chute. Elle marche comme une tortue. C'est embarrassant pour le service. » Mercer resta immobile. « Une blessure à la hanche, » dit Mercer. « Du côté gauche? » Hayes eut l'air perplexe. « Oui. Pourquoi? » Mercer fouilla dans sa poche et sortit un téléphone. Il tapota l'écran et fit apparaître une vieille photo granuleuse. C'était une photo de l'unité datant de 2009. Un groupe d'hommes barbus et poussiéreux se tenait devant une chaîne de montagnes déchiquetées. Au milieu, souriante, le visage couvert de poussière et un casque sous le bras, se trouvait une jeune femme aux yeux bleus brillants. Mercer regarda la photo, puis Hayes. « Décrivez-la, » ordonna Mercer. « Cheveux gris, environ 5 ans, mais 5 ans, voire rauques. Écoutez, capitaine, je ne vois pas en quoi une infirmière licenciée vous concerne. » Mercer l'ignora. Il se tourna vers les infirmières rassemblées. Il repéra Chloé, qui le regardait avec de grands yeux. « Toi? » demanda Mercer en la pointant du doigt. « Quel est son nom complet? »« Meredith, » répondit Chloé d'une voix aiguë. « Meredith Sullivan. » Mercer ferma les yeux pendant une seconde. Il prit une profonde inspiration. Lorsqu'il les rouvrit, la température dans la pièce semblait avoir baissé de 10 degrés Celsius. « Où est-elle? »« Elle est partie à l'arrêt de bus, » répondit Chloé. « Il y a environ 20 minutes. » Mercer se tourna vers Hayes. « Vous avez licencié Meredith Sullivan. Vous l'avez traitée de boulet. »« Elle l'est, » insista Hayes, bien que sa confiance vacilla. « Elle n'est qu'une, » dit Mercer en élevant la voix, qui résonna dans toute la salle des urgences, de sorte que tous les patients, médecins et agents d'entretien s'arrêtèrent pour écouter. La seule raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est une ancienne commandante du corps infirmier de la marine, à la retraite, et cette jambe dont vous vous moquez, elle ne s'est pas blessée en tombant dans un supermarché. Mercer s'est approché si près de Hayes que le médecin a reculé jusqu'au comptoir. Elle a reçu un éclat d'obus de la taille de mon poing dans la hanche en me protégeant d'un tir de mortier. Elle m'a traîné sur 300 mètres jusqu'à un hélicoptère médicalisé avec la jambe en miettes. Le silence dans la salle des urgences était absolu. Hayes est resté bouche bée. Chloé a couvert sa bouche de sa main. Elle a reçu la médaille de bronze pour son courage. Mercer cracha ces mots à Hayes. C'est une légende dans les équipes. Et vous? Vous l'avez renvoyée parce qu'elle marchait trop lentement. Hayes balbutia. Je ne savais pas. Ce n'est pas dans son dossier parce qu'elle est modeste. Mercer grogna. Contrairement à vous. Mercer se tourna vers ces hommes qui venaient d'arriver par les ascenseurs. Sécurisez le périmètre, ordonna Mercer. Je vais la chercher. Il regarda Hayes une dernière fois. Et vous, docteur, commencez à prier pour qu'elle vous pardonne, parce que si elle ne le fait pas, je ferai en sorte que la seule chose que vous pratiquiez, ce soit retourner des hamburgers. Mercer fit demi-tour et marcha vers les portes de sortie d'un pas long et déterminé. Il avait une dette à payer, une dette qui datait de 14 ans. La pluie de Seattle était implacable.
Ce n'était pas une douce bruine. C'était une pluie froide et battante qui imprégna le manteau de laine de Meredith en quelques secondes. Elle s'assit sur le banc métallique de l'arrêt de bus, frissonnant. Le froid s'infiltra dans sa hanche gauche, faisant douler les broches en titane d'un rythme sourd et lancinant qui correspondait à son rythme cardiaque. Elle fixa la flaque d'eau à ses pieds. 30 ans d'infirmière, d'innombrables vies sauvées. Et tout cela se terminait ainsi, frissonnant au coin d'une rue, rejetée comme une seringue usagée, parce qu'elle n'était pas assez esthétique pour le nouveau service des urgences du Dr. Hayes. Une larme finit par couler, chaude et rageuse, se mélangeant à la pluie sur sa joue. Elle fouilla dans sa poche et caressa la médaille de Saint-Christophe. Peut-être a-t-il raison, pensa-t-elle. Peut-être ne suis-je qu'une relique brisée. Un SUV noir élégant aux vitres teintées dévala la rue, éclaboussant le trottoir. Il s'arrêta dans un crissement de pneus juste devant l'arrêt de bus, bloquant la voie. Meredith se raidit. Elle agrippa son sac à main, son instinct se réveillant. La portière passager s'ouvrit brusquement. Un homme sortit sous la pluie battante. Il n'avait pas de parapluie. Il ne courut pas se mettre à l'abri. Il marcha vers elle d'un pas décidé et terriblement familier. C'était le capitaine, l'homme de la salle de traumatologie. Meredith se leva, sa jambe protestant. « Monsieur, l'hôpital est dans cette direction. »« Je ne cherche pas l'hôpital, » dit le capitaine Mercer. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. La pluie collait son uniforme aux épaules, trempant ses rubans, mais il ne scia pas. « Je cherche le lieutenant Meredith Sullivan, infirmière dans la marine américaine. » Meredith eut le souffle coupé. Elle n'avait pas entendu ce titre depuis 14 ans. « Cette femme n'existe plus, » dit Meredith, la voix brisée. « Je suis juste Meredith et je viens d'être licencié. » Mercer la regarda. Il la regarda vraiment. Il examina les rides de son visage, ses cheveux gris, puis ses yeux se posèrent finalement sur sa jambe gauche. « Je me souviens de la poussière, » dit Mercer doucement. « Je m'évanouissais. Je perdais rapidement beaucoup de sang. Je me souviens du tir de mortier. Je me souviens que tu as été projetée en arrière. J'ai cru que tu étais morte, mais tu as rampé pour revenir vers moi. » Meredith détourna le regard, le souvenir ressurgissant avec violence dans son esprit. « Tu as rampé vers moi. » Mercer continua, la voix chargée d'émotion. « Ta jambe était détruite. Tu criais à chaque mouvement, mais tu m'as traîné. Tu as placé ton corps sur le mien lorsque la 2e salve a frappé. Tu as pris les éclats d'obus destinés à ma tête. » Il fit un pas vers elle. « J'ai passé 3 ans en rééducation, Meredith. Je t'ai cherché. Ils m'ont dit que tu avais été réformée pour raisons médicales. Ils ne voulaient pas me donner tes coordonnées. Confidentiel. Loi sur la protection de la vie privée. Impasse. » Il tendit la main et prit la sienne. Sa poignée de main était chaude et cailleuse. « J'ai une femme maintenant. J'ai 2 filles. Elles s'appellent Sarah et Emily. » Les yeux gris de Mercer brillaient de larmes que la pluie ne pouvait cacher. « Elles existent grâce à toi. Tout mon monde existe parce que tu as refusé d'abandonner. » Meredith sentit un sanglot monter dans sa gorge. Elle serra sa main. « Je faisais juste mon travail, capitaine. » « Non. » Mercer secoua la tête. « Le Dr. Hayes fait son travail. Toi, tu sers. » Meredith retira doucement sa main et s'essuya les yeux. « Je ne sers plus nulle part. » Hayes s'en est assuré. Il a dit que j'étais un handicap, L'expression de Mercer se durcit. La tristesse disparut, remplacée par la froideur et la détermination d'un guerrier. « Il vous a traité d'infirme ?» demanda Mercer d'une voix grave. Il a dit que j'étais repoussante, que j'effrayais les patients. Mercer redressa sa veste d'uniforme. Il se retourna vers le SUV et fit signe au chauffeur d'attendre. « Meredith, dit-il, montez dans la voiture. »« Quoi? Non, je rentre chez moi. »« Non, lieutenant, vous ne rentrez pas chez vous. » Mercer lui ouvrit la porte arrière. « Nous retournons à l'hôpital. J'ai une mission à accomplir et je n'abandonne jamais un coéquipier. »« Capitaine, je vous en prie, je ne peux pas le revoir. C'est le chef des résidents. Il a le pouvoir. » Mercer sourit, mais ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire d'un loup. « Il a un titre, » dit Mercer. « J'ai un bataillon de Navy SEALs et un sénateur américain. Voyons voir qui aura le plus de pouvoir aujourd'hui. » Meredith le regarda. Elle regarda la porte ouverte. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit une étincelle de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu. La fierté. Elle acquiesça d'un signe de tête. Elle monta dans le SUV.
Les urgences du Providence General étaient dans un état de tension nerveuse. La présence des militaires chargés de la sécurité rendait tout le monde nerveux. Le Dr Hayes, cependant, se sentait confiant. Il avait raconté son histoire au personnel. Meredith avait craqué, mis un patient en danger, et il était intervenu héroïquement pour sauver la situation. « C'est vraiment tragique », disait Hayes à un groupe d'infirmières au poste central. « La démence survient rapidement. Nous devons être vigilants. » Les portes automatiques de la baie des ambulances s'ouvrirent dans un sifflement. Les bavardages cessèrent instantanément. Le capitaine Elias Mercer entra. Il n'était pas seul. Il était flanqué de 4 membres de son service de sécurité entièrement armés qui se déplaçaient en formation en losange. Et au centre de la formation, marchant la tête haute malgré sa forte boiterie, se trouvait Meredith Sullivan. Elle ne portait pas sa blouse. Elle était en tenue de ville, les cheveux mouillés collés au front. Mais sa démarche n'avait plus rien à voir avec celle d'une vieille femme fatiguée. C'était la démarche d'un vétéran retournant au front. Tout le service des urgences s'arrêta. Les médecins se figèrent au milieu de leur dossier. Les patients se redressèrent sur leurs brancards. Hayes les vit arriver. Son sourire vacilla. « Capitaine » appela Hayes en s'avançant, essayant de reprendre le contrôle. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Mademoiselle Sullivan ne travaille plus ici. Elle enfreint les règles de sécurité. » Il fit signe au policier de l'hôpital, un adolescent nommé Kevin, qui jeta un coup d'œil au seau et décida sagement d'inspecter ses lacets. Mercer ne s'arrêta pas avant d'être nez à nez avec Hayes. Les agences de sécurité se déployèrent, créant un périmètre autour du poste des infirmières. C'était une démonstration silencieuse et terrifiante de domination. « Dr Hayes » dit Mercer, sa voix résonnant dans le service silencieux. « Vous m'avez dit tout à l'heure que l'infirmière Sullivan avait été licenciée pour incompétence, parce qu'elle représentait un risque. »« C'est exact, » répondit Hayes d'une voix légèrement aiguë. « Elle n'est pas apte physiquement. »« Vraiment ?» Mercer se tourna vers la foule. Il aperçut l'administrateur de l'hôpital, M. Thorne, qui était descendu pour voir ce qui causait tout ce remue-ménage. « Monsieur Thornon, c'est ça ?» demanda Mercer. « Oui, balbutia Thorne. « Je veux que vous entendiez ça, » dit Mer. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit écrin en velours. Il l'ouvrit d'un coup sec. À l'intérieur se trouvait une médaille en or avec un ruban bleu, la Navy Cross, la 2e plus haute distinction militaire, Saint Titus pour bravoure. Juste en dessous de la médaille d'honneur, un murmure parcourut la pièce. « Ceci, » dit Mercer en brandissant la médaille, « est la Navy Cross. Elle est décernée pour un héroïsme extraordinaire au combat. Je l'ai reçue pour l'opération dans la vallée de Korengal. » Il se tourna vers Meredith. Elle tremblait légèrement en regardant la médaille. « Mais je ne devrais pas l'avoir, » dit clairement Mercer. « En toute logique, je devrais être mort dans un fossé en Afghanistan. La seule raison pour laquelle je suis rentré chez moi, la seule raison pour laquelle je suis ici pour protéger le sénateur Sterling, c'est parce que le lieutenant Meredith Sullivan a refusé de me laisser mourir. » Il tourna ses yeux ardents vers Hayes. « Vous vous êtes moqué de sa boiterie, » dit Mercer, la voix pleine de dégoût. « Vous l'avez qualifiée de laide. Savez-vous ce qu'est cette boiterie, docteur? C'est le prix de ma vie. Elle a pris une balle à ma place. Elle a brisé son corps pour sauver le mien. Cette démarche laide est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Hayes était pâle. Il regarda autour de lui. Les infirmières le fusillaient du regard. Les internes regardaient Meredith avec admiration. Il perdait le contrôle de la salle. « C'est de l'histoire ancienne, » bredouilla Hayes. « Ici, dans cet hôpital, elle a enfreint le protocole. Elle est lente. Elle a diagnostiqué un pneumothorax attentif alors que vous fixiez le moniteur comme un cerf pris dans l'effort d'une voiture, » rugit Mercer. « Mon médecin m'a tout raconté. Vous êtes resté figé. Elle a agi. Elle ne m'a pas seulement sauvé en 2009, docteur. Elle a sauvé le président de la Commission des Forces armées aujourd'hui. » Mercer se tourna vers Meredith. Il tendit la boîte à l'un de ses hommes et recula d'un pas. « Attention aux ordres !» aboya Mercer. C'était un réflexe de commandement. Les 4 Navy SEALs présents dans la pièce se mirent au garde à vous, leurs bottes claquant sur le sol en linoléum avec un bruit semblable à un coup de feu. Même Gus, le concierge, lâcha son balai et se mit au garde à vous près des distributeurs automatiques, le dos droit. Mercer se tenait raide. Il leva la main droite dans un salut parfait et précis.
Il la maintint ainsi, les yeux rivés sur ceux de Meredith. « Lieutenant Sullivan, dit Mercer, la voix légèrement brisée. Merci pour ma vie, pour ma famille. Nous vous saluons. » Pendant 10 longues secondes, la pièce resta silencieuse. Les Navy SEALs maintinrent leur salut. Puis, lentement, l'infirmière Chloé s'avança. Elle pleurait. Elle ne savait pas comment saluer correctement, mais elle leva la main vers son front. Puis une autre infirmière, puis les ambulanciers. Meredith se tenait au centre du cercle, les larmes coulant enfin librement. Elle n'était plus la tortue invisible. Elle était vue. Elle redressa lentement le dos, luttant contre la douleur dans sa colonne vertébrale. Elle regarda Mercer. Elle leva sa main tremblante et rendit le salut. « Prêt, vous aussi ?» appela Mercer. Ils baissèrent les mains. Mercer se tourna vers M. Thorne, l'administrateur. « Monsieur, dit Mercer d'une voix calme mais menaçante, le sénateur Sterling est réveillé. Il a été informé de la situation. Il est mécontent d'apprendre que la femme qui lui a sauvé la vie a été licenciée par un enfant arrogant. » Thorne pâlit, mécontent. « Le sénateur aimerait faire un don à cet hôpital, dit Mercer. Une nouvelle aile pour les traumatismes. Mais il y a une condition. N'importe quoi, dit Thorne, le souffle coupé. N'importe quoi. Mercer désigna Hayes, lui. Le silence dans la salle des urgences était suffocant. Le docteur Preston Hayes se tenait seul, isolé au milieu de la pièce. Le cercle des membres du personnel, infirmières, aides-soignants, techniciens, s'était instinctivement éloigné de lui, le laissant seul sous le feu des projecteurs. M. Thorne, l'administrateur de l'hôpital, regarda le capitaine de la marine, puis le chéquier potentiel d'un sénateur, et enfin le docteur Hayes. Thorne était un homme de chiffres, pas de morale, et le calcul était simple. La condition, poursuivit le capitaine Mercer d'une voix aussi ferme que le granit, est que la nouvelle aile de traumatologie soit dirigée par des responsables compétents. Des responsables qui comprennent que la médecine est une question de service et non d'ego, ce qui signifie que le docteur Hayes ne peut pas faire partie de cet hôpital. Hayes devint violet. « Vous n'êtes pas sérieux. Je suis le chef des résidents. Je suis diplômé de Yale. Vous allez laisser un soldat dicter la politique de dotation en personnel de l'hôpital? » Il se tourna vers Thorne, les yeux suppliants. « Monsieur Thorne, dites-lui. Dites-lui que c'est absurde. Je génère les codes de facturation les plus élevés du département. » Thorne ajusta ses lunettes. Il regarda Meredith qui se tenait droite, sa croix de la marine brillant sous la lumière crue des néons. Il regarda le personnel, qui regardait Meredith avec une nouvelle révérence. « En fait, Preston, dit Thorne froidement, vos scores de satisfaction des patients sont les plus bas de l'hôpital depuis 6 mois, et votre taux de rotation du personnel est le plus élevé. » Thorne prit une profonde inspiration. « Capitaine Mercer, l'hôpital accepte la générosité du sénateur, et nous acceptons la condition. » Thorne se tourna vers Hayes. « Dr. Hayes, remettez votre badge. Vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. La sécurité vous accompagnera à votre casier pour récupérer vos effets personnels. »« Vous me virez ?» hurla Hayes. « À cause d'elle? À cause de la tortue? Ça suffit. » Le grand phoque barbu rouge, Miller, s'avança, croisant les bras. Ses biceps étaient plus gros que la tête de Hayes. « Il est temps de partir, Doc. » Hayes regarda autour de lui, cherchant désespérément un allié. Il regarda les internes. Il regarda Chloé. « Chloé, dit-il sèchement. Dites-leur comment je vous ai guidé. » Chloé, la jeune infirmière qui, quelques heures plus tôt, était terrifiée par son propre ombre, s'avança. Elle regarda Hayes droit dans les yeux. « Vous ne m'avez pas guidé, docteur, dit-elle d'une voix tremblante mais claire. « Vous m'avez intimidé. C'est Meredith qui m'a appris à être infirmière. Vous m'avez juste appris quel genre de médecin je ne veux jamais devenir. » Une salve d'applaudissements retentit. Elle commença avec Gus, le concierge. Puis les autres infirmières se joignirent à lui, suivies des ambulanciers. Elle se transforma en une ovation tonitruante. Hayes ricana. Dépouillé de son pouvoir, il arracha son badge d'identification de son revers et le jeta par terre. « Très bien, cracha-t-il. De toute façon, cet endroit est un navire en perdition. Je vais aller dans un cabinet privé où l'on apprécie le talent. » Il fit demi-tour pour sortir en trombe. Mais dans sa colère, il ne regardait pas où il mettait les pieds. Il trébucha sur le seau à serpillière que Gus avait laissé près du distributeur automatique. Hayes tomba lourdement,
s'étalant sur le linoléum mouillé avec un grincement de ses chaussons coûteux. Personne ne se précipita pour l'aider. Personne ne bougea. Il se releva précipitamment, le visage brûlant d'une humiliation plus profonde que toutes celles qu'il avait jamais infligées. Il boita vers la sortie. Une véritable boiterie cette fois, causée par un genou meurtri et un ego brisé. Lorsque les portes automatiques se refermèrent derrière lui, la tension dans la pièce se relâcha. Les larmes jaillirent pour de bon cette fois. Meredith ne se réjouit pas. Elle le regarda partir, le visage empreint d'une triste sérénité. Elle savait que la haine était un lourd fardeau à porter et que Hayes allait devoir le porter pendant longtemps. Le capitaine Mercer s'approcha d'elle. Le guerrier intimidant s'était adouci, ses yeux plissés au coin. « Mission accomplie, lieutenant », murmura-t-il. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, Elias, dit-elle en utilisant son prénom. J'étais prête à partir. Je sais, répondit Mercer. C'est pour ça que je devais vous faire rester. Le monde a assez de politiciens. Nous manquons de héros. Monsieur Thorne s'éclaircit la gorge et s'approcha d'eux nerveusement. Mademoiselle Sullivan, Meredith, il est évident que votre licenciement est annulé. Nous serions honorés, vraiment honorés, si vous repreniez votre poste. En fait, nous pouvons discuter d'une augmentation, une augmentation significative. Meredith regarda Thorne. Elle regarda les urgences qui avaient été son champ de bataille pendant 15 ans. Elle regarda sa hanche, source de tant de douleur et désormais de tant de fierté. « Je ne reprendrai pas mon poste, Monsieur Thorne, dit Meredith. Le visage de Thorne s'assombrit. « Oh, je comprends. Après la façon dont vous avez été traité, je ne reviendrai pas en tant qu'infirmière de salle, » corrigea Meredith. Elle désigna les salles de traumatologie. « Je suis trop lente pour la salle maintenant. » Hayes avait raison sur un point. Ma jambe me ralentit. Elle regarda Chloé et les autres jeunes internes. « Mais mon esprit est vif, dit-elle. Je veux diriger le programme de formation. Je veux enseigner à ces infirmières et à ces résidents comment gérer les traumatismes. Les vrais traumatismes, pas ceux des manuels. Je veux leur apprendre quoi faire quand les lumières s'éteignent et que l'aspiration tombe en panne. » Thorne sourit, soulagé. « Directrice de la formation clinique, c'est à vous. Dites-moi votre salaire. » Meredith sourit. « Je veux une nouvelle machine à café dans la salle de pause, une bonne machine. » « Et Gus aura une augmentation. » « C'est d'accord, dit Thorne. La pluie avait cessé à Seattle pour laisser place à un rare après-midi ensoleillé. Une petite foule s'était rassemblée devant l'aile ouest récemment rénovée du Providence General. Un ruban rouge était tendu à l'entrée. Meredith se tenait au podium. Elle portait un tailleur bleu marine impeccable. Ne cachait plus son boitement. Elle s'appuyait sur une élégante canne noire avec un manche en argent, un cadeau du sénateur Sterling. Au premier rang était assis le capitaine Mercer, sa femme et ses 2 filles adolescentes. À côté d'eux se trouvait Gus, vêtu d'un nouveau costume, et Chloé, qui était désormais infirmière en chef des urgences. « Ils m'ont dit Meredith dans le micro, sa voix rauque, forte et amplifiée, que les cicatrices sont laides, qu'elles sont des signes de dommage. » Elle regarda la foule. « Mais j'ai appris dans la vallée de Korangal, et j'ai appris dans cet hôpital, que les cicatrices ne sont que la preuve que vous avez survécu. Elles sont la preuve que vous vous êtes battu pour quelque chose. » Elle se tourna vers la nouvelle enseigne au-dessus des portes. Elle ne disait pas « Sterling Wing ». À la demande insistante du sénateur, les lettres argentées en grade indiquaient « Centre de traumatologie Lieutenant Meredith Sullivan ». « Ce n'est pas pour moi, dit Meredith, les larmes aux yeux. C'est pour toutes les infirmières qui rentrent chez elles en boitant après une garde de 12 heures. C'est pour celles qui tiennent la main des mourants lorsque leur famille ne peut être là. C'est pour celles qui sont invisibles. » Elle prit les ciseaux géants. « Le devoir m'appelle, » murmura-t-elle. Clic. Le ruban tomba. La foule applaudit. Et quelque part au fond, le fantôme de la tortue disparut à jamais, remplacé par la légende qu'elle avait toujours été. Alors que la foule se précipitait vers l'avant, le capitaine Mercer s'approcha d'elle, lui prit la main et l'embrassa. « Prête pour la visite, directrice ?» demanda-t-il. Meredith se redressa, saisit sa canne et sourit. Un sourire qui pouvait illuminer la tranchée la plus sombre. « Je suis toujours prête, capitaine. » Elle se retourna et entra dans l'hôpital. Boum, pas, boum, pas. Ce n'était plus le bruit d'une boiterie. C'était le battement de cœur de l'hôpital. Quel puissant rappel que nous ne devrions jamais juger un livre à sa couverture ou une infirmière à sa démarche.
Le docteur Hayes a vu une femme brisée, mais le capitaine Mercer a vu la guerrière qui lui a sauvé la vie. Cela nous amène à nous demander combien de héros passent chaque jour devant nous, déguisés à la vue de tous, attendant simplement leur moment de gloire. L'histoire de Meredith prouve que la véritable force ne réside pas dans la vitesse à laquelle on peut courir. Elle réside dans le fait de rester sur ses positions quand tout le monde s'enfuit. Le karma n'a pas simplement frappé à la porte du Dr. Hayes. Il l'a enfoncé d'un coup de pied. Si cette histoire vous a ému ou si vous avez un héros dans votre vie qui mérite d'être salué, n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Cela nous aide à partager ces histoires importantes avec le monde entier. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un moment de justice. Faites-moi part de vos commentaires. Avez-vous déjà été sous-estimé et prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort? J'aimerais beaucoup connaître votre histoire. D'ici là, restez forts et continuez à saluer les vrais héros.